Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là en cette journée importante. 12 mai, c'est l'une des dates anniversaires d'Open Source Politics, qui est donc une entreprise que nous avons créée maintenant il y a 6 ans et qui déploie des dispositifs participatifs basés sur des logiciels libres, donc des plateformes numériques pour la participation citoyenne sous toutes ses formes, des pétitions, des consultations, des budgets participatifs, des conventions citoyennes, un certain nombre de démarches en France et à l'étranger. Et depuis désormais quelques temps, nous sommes particulièrement impliqués et intéressés dans les démarches qui essayent d'allier réponse à l'urgence climatique et renouvellement de la participation citoyenne. Et donc, on a profité de cette occasion et de cette date pour organiser donc ce webinaire avec l'enjeu de répondre à ce qui apparaît un peu comme un paradoxe ou en tout cas un dilemme insoluble entre d'un côté des politiques écologiques qui sont de plus en plus nécessaires, de plus en plus urgentes et qui demandent de la prise du recul, du temps long, une montée en compétences importante des participants et de la délibération pour répondre à des enjeux d'accessibilité sociale, parfois difficile. Donc, on peut se dire que c'est des démarches parfaites pour des dispositifs ambitieux en termes de participation citoyenne et en même temps un enjeu d'avoir évidemment une réponse rapide, complète, parfois un peu technique, qui peut aller contre certains intérêts qui auront tendance à se mobiliser sur ces démarches, là où finalement le grand public parfois est un peu absent. Donc, nous allons essayer de mettre en tension tous ces enjeux-là, d'essayer d'apporter quelques exemples concrets de choses qui ont pu déjà être menées en France et peut-être aussi à l'étranger. Essayer de voir comment on peut allier ampleur, ambition et rapidité dans la transition qui est nécessaire et en même temps avoir des formats de participation innovants qui touchent un maximum de participants. Alors, on a ce matin la chance d'avoir 4 interventions complémentaires. On vous présentera les participants au moment de leur donner la parole tout à l'heure, mais on les remercie tous les 4 d'être présents pour nous apporter leurs éclairages, leurs expériences. Et pour faire très simple en introduction, simplement rappeler les règles et le fonctionnement donc, de ces webinaires. C'est donc une conversation qui est enregistrée, ce qui nous permettra de la diffuser à de nombreuses personnes qui ont montré leur intérêt mais qui n'étaient pas disponibles ce matin. Et puis, donc voilà, c'est une discussion qui va durer 1h30, qu'on va découper en deux parties. Pendant une première heure, je poserai des questions à nos 4 invités. Et puis, les participants qui nous regardent et qui nous écoutent doivent rester donc, avec les micros coupés et peuvent commencer à poser des questions dans le chat. Donc, il y a un petit onglet de discussion qui va permettre de notre côté à Antoine et Chanez dans notre équipe de commencer à relever les questions. Et ensuite, on aura normalement une dernière demi-heure pour que vous puissiez les adresser aux participants. Voilà, donc merci de respecter ces règles de bon fonctionnement d'un webinaire et merci donc à tous d'être présents à l'heure pour cet échange. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de laisser la parole à Anaëlle Scheller, qui est du coup une nouvelle élue depuis 2 ans à la mairie de Tours. On a la chance d'accompagner la ville de Tours dans ses dispositifs participatifs numériques, avec notamment un budget participatif qui a sa première édition, en tout cas sur notre plateforme et qui fonctionne très bien pour l'instant. Qui du coup est une nouvelle élue qui vient, elle pourra nous le dire, du militantisme autour des questions climatiques locales, qui a été repérée par Emmanuel Denis, donc
le maire de Tours, pour intégrer sa liste et son équipe. Et du coup, Anaël s'est vu confier la mission d'animer une démocratie permanente et de renouveler donc tous ces éléments. Et forcément, c'est un petit peu le témoin idéal de nos deux sujets. Comment on arrive à allier d'un côté cette ambition de climatique avec du coup des démarches de démocratie permanente. Alors peut-être le plus simple, comme ça fait à peu près 2 ans maintenant que le mandat local a débuté, c'est de commencer simplement d'introduire cette matinée par un rapport d'étonnement. C'est-à-dire que, Anaël, vous n'étiez pas une experte des dimensions de démocratie participative. En tout cas, vous ne les aviez pas organisées jusqu'à présent. Donc, vous avez découvert ce sujet en même temps que votre mandat. Et donc, c'est l'occasion de faire peut-être un premier bilan de ce qui a pu vous surprendre, ce qui a pu aussi peut-être vous décevoir dans cet exercice, et tout simplement nous dire en quelques mots ce que vous avez trouvé, qui sont les publics intéressés, quels sont les principaux blocages que l'on ne voit pas forcément de l'extérieur en tant que citoyen et auxquels vous avez pu être confrontés et que vous avez en partie du coup relevé. Voilà, je vous laisse la parole du coup, Anaël, pour commencer. Merci beaucoup pour cette introduction et cette invitation, honorée d'être de ce webinaire. Donc, juste pour la présentation était bien complète. Donc, Tours, une ville de 137 000 habitants dans la région centre, et donc effectivement une citoyenne engagée pour le climat qui devient adjointe. Ce n'était pas tout à fait dans le logiciel. Et donc, je porte toutes les démarches de concertation, voire co-construction, et les instances de démocratie locale, comme les conseils de quartier. Et finalement, au bout de près de 2 ans de mandat, effectivement, la première chose que je constate, c'est que c'est enthousiasmant déjà d'être élu parce qu'on peut faire la ville. C'est-à-dire qu'on peut repenser une place, on peut repenser les mobilités, on peut repenser les menus à la cantine scolaire. Donc déjà, il y a un côté vraiment enthousiasmant. J'ai la chance aussi, j'indiquerai, d'avoir un maire et une équipe convaincus de la participation. La démocratie est un des 3 piliers, et d'avoir aussi des agents à la ville de Tours qui sont, pour un grand nombre, très intéressés, motivés. Donc ça, c'est un peu les éléments de base qui sont importants. Concernant la participation citoyenne, donc déjà de voir un peu qu'il y a tout de même un phénomène important qui est toujours les mêmes. Donc on a quand même des citoyens et citoyennes qu'on revoit beaucoup dans les instances, dans les démarches de concertation, et avec une approche sociologique, de voir que c'est plutôt des personnes retraitées, assez âgées, plutôt diplômées et plutôt blanches. Donc, avec finalement un peu un manque de représentativité, ça va être le principal défi. Et des villes comme Rennes ou Grenoble, qui ont 1 ou 2 mandats d'avance en termes d'ambition, se confrontent aussi un peu à ça, de dire que finalement les classes populaires, les parents avec des jeunes enfants ne sont pas forcément disponibles en soirée 18h30, 20h30. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Pareil, la jeunesse qu'on a du mal à capter. Donc une importance de repenser les formats. Le budget participatif, on a recueilli 381 idées pour la première édition. Donc c'est intéressant, et on voit que des personnes qu'on n'avait jamais en réunion publique, de dire aussi que les réunions publiques, c'est des formats où tous ne se sentent pas à l'aise. Donc important de repenser un peu des formats budget participatif ou d'autres dispositifs comme l'Aller Vert, qui nécessitent du temps et des moyens humains. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de dire que finalement, c'est assez un peu frustrant tout de même, parce que, par exemple, on avait un gros projet de co-construction pour le coup, 8 mois de travail, 9 rencontres avec des habitantes, presque une centaine, qui ont participé à repenser la place de la Tranche à Tours, et finalement de dire, ils ont fait un super travail. On est en mai 2022, et en gros, les projets vont sortir de terre en 2026, 2027. Et donc ça, c'est relativement frustrant de se dire que les réalisations concrètes, ça ne démarre pas tout de suite. Quand on parle d'urbanisme, quand on parle de voirie, circulation, c'est des choses qui prennent du temps dans la ville, et c'est du temps long alors qu'on est un peu pressé par cette urgence climatique. Donc ça, c'est des éléments importants. On voit tout de même qu'il y a plein de formes aussi de participation citoyenne qui ne sont pas forcément dans les radars. Donc les centres sociaux qui s'organisent, des associations qui portent de beaux dispositifs, d'ailleurs, qui ont pris part dans le budget participatif. Donc voilà, différentes formes d'engagement également qui ne sont pas toujours institutionnelles, et qu'il faudra que je creuse dans les 4 ans qui me restent.
Voilà, rapidement, est-ce que je dois repréciser des choses ou j'ai dit un peu l'essentiel pour Non, non, démarrer? mais c'est très bien pour ce premier rapport d'étonnement, ce premier tour d'horizon. Ça va nous permettre du coup de revenir sur finalement les grands jalons d'institutionnalisation de ces démarches participatives en matière environnementale. Et pour cela, je vais donc passer la parole à Alice Mazot, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de La Rochelle, co-directrice de l'Institut des métiers de la justice et de l'administration, et donc qui, dans ses travaux, qu'elle va pouvoir en partie nous présenter aussi, il y a des éléments de spécialisation autour des questions de professionnalisation des démarches de démocratie participative, aussi bien dans l'organisation sans doute que aussi dans la dimension des participants et leur sociologie. Et donc des travaux qui réfléchissent aux mutations de l'action publique locale et aux enjeux de politisation des démarches environnementales et des politiques environnementales. Et ce sera du coup intéressant, en partant de finalement cette expérience concrète à Tours, donc récente, peut-être de nous dresser un rapide historique depuis une trentaine d'années de tout ce qui ont été les étapes, les jalons importants, voilà, de liens entre ces deux thématiques, et donc de voir aussi en termes d'acteurs qui sont les personnes impliquées et quelles sont peut-être aussi les limites qu'on observe déjà. Donc, je vous cède la parole, Alice. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer à la fois d'être brève et suffisamment précise sur ces étapes. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse aux liens entre participation citoyenne et transition écologique, c'est qu'en fait, on voit s'entremêler plusieurs histoires successives, à la fois de la participation et de la transition écologique. En schématisant, en quelque sorte, hein, on peut dire que c'est l'affinité élective entre les questions environnementales et les questions démocratiques qui ont été un moment décisif de l'institutionnalisation de formes de démocratie participative, puisque c'est à partir des années 90 et ça se renforce au début des années 2000 que se consolide un droit à la participation dans le champ dit de la démocratie environnementale, alors ce qui se traduit par des procédures qui sont très largement balisées, codifiées aujourd'hui, que ce soit la concertation en matière d'urbanisme, que ce soit le débat public, dont de ce point de vue, la consécration de la Commission nationale du débat public en 2002 comme autorité administrative indépendante a été un moment assez décisif de cette institutionnalisation de la démocratie environnementale. Effectivement, et sur ce premier mouvement-là, on a un mouvement qui s'est intensifié toujours sur ce champ-là du rapport entre enjeux environnementaux et consolidation d'un droit à participer sur les décisions qui ont un impact sur l'environnement. Donc c'est un processus qui s'est consolidé puisque finalement les obligations réglementaires et législatives dans ce domaine ont été globalement renforcées au cours des décennies successives, jusqu'à l'ordonnance de 2016 qui renforce considérablement et étend considérablement le champ du débat public en créant aussi un droit d'initiative citoyenne en la matière. Bon, même si on pourrait nuancer sur le fait qu'il y a eu un certain nombre de coups d'arrêt au cours des dernières années sur ce volet-là. Deuxième mouvement qui démarre alors, un tout petit peu plus tardivement, ou en tout cas qui se renforce un peu plus tardivement, c'est le moment de l'institutionnalisation de formes de démocratie participative locale, pas spécifiques au départ aux questions environnementales, où à partir des années 2000 notamment, dans le sillage de la loi sur les conseils de quartier, qui ont été rappelés tout à l'heure, donc la loi de 2002, qui rend obligatoire ces fameux conseils de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants, on observe que la décennie des années 2000 est une période de très fort développement dans les collectivités territoriales de dispositifs de démocratie participative. Alors, dans un premier temps, sur les formats classiques du conseil de quartier, puis progressivement vont se développer des budgets participatifs, vont se développer des jurys citoyens, des ateliers citoyens, donc des dispositifs basés sur le tirage au sort. Donc, on a un développement très important, une forme de professionnalisation très importante des enjeux de démocratie participative. Et souvent, les questions environnementales, les questions de planification écologique à l'échelle locale, pour le dire avec un vocabulaire qui serait un peu anachronique, mais
ces questions-là, hein, elles commencent à émerger et on voit qu'il y a beaucoup de dispositifs de démocratie participative qui se développent à partir des années 2000-2010, qui traitent de près, de loin, directement ou indirectement, de questions de transition écologique, la mobilité, les déchets, l'aménagement, etc. Troisième mouvement, là encore, qui est un tout petit peu plus tardif, on est plutôt à partir des années 2010, c'est le développement de la transition écologique. On commence à parler de transition écologique à partir des années 2010, c'est-à-dire qu'on parle moins de développement durable, on parle moins environnement. Donc, alors, qu'est-ce que ça change, le fait de parler de transition écologique? C'est que derrière la transition écologique, on met l'accent sur la nécessaire mobilisation de tous. On est en plein cœur de ce qu'on appelle l'état mobilisateur en sciences politiques. Et donc, c'est cette idée, finalement, que la question de l'implication et de la mobilisation de tous devient une priorité d'action publique, que ce soit à l'échelle nationale ou que ce soit à l'échelle locale, ce qui est particulièrement visible dans le domaine de la transition énergétique, des questions qui étaient assez peu creusées ou assez peu travaillées, en tout cas sous le l'angle de la participation, et où désormais la question de la participation, y compris sous des formes coopératives à la transition énergétique, deviennent des questions importantes. Une petite nuance, c'est que dans ce champ de la participation à la transition écologique, le sens donné à la participation évolue. Parce qu'en fait, dans le champ de la démocratie environnementale, c'est le droit à participer aux décisions qui était consacré. Alors avec tout un tas de limites sur les effets décisionnels de la participation, mais c'était bien ça le principe. C'est-à-dire qu'on va consacrer le droit des citoyens ordinaires à participer à la décision dans un objectif de démocratisation. Dès lors qu'on est dans le champ de la participation citoyenne à la transition écologique, on se situe plutôt au cours de l'action, au cours de la mise en œuvre. Et donc, ce qui est plutôt consacré, c'est une légitimité du citoyen, pas tant à participer à la décision, ce qui peut parfois et souvent être problématique, mais à participer à la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Et enfin, dernière remarque sur cette institutionnalisation croissante, parce qu'évidemment, ces trois processus, ils ne sont pas exclusifs. L'un ne s'arrête pas une fois que l'autre demeure, ça se cumule, ça s'accumule. Ma dernière remarque, elle fait écho à ce que disait Madame Chaleur précédemment sur le fait qu'il y a un certain nombre d'initiatives citoyennes, de démarches participatives qui sont moins institutionnalisées, qui viennent d'en bas, qui viennent de collectifs qui se montent, d'associations qui mettent en œuvre un certain nombre d'initiatives dans le champ de la transition écologique. Et ma remarque, elle fait sur le fait que ce qu'on observe depuis quelques années, que ce soit au niveau national ou au niveau local, c'est des tentatives d'articuler ces initiatives citoyennes à l'action publique. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, l'articulation de l'action publique avec ces initiatives citoyennes qui, a priori, en sont extérieures, devient un enjeu à part entière, tant au niveau national qu'au niveau local. Ce qui montre bien qu'on est dans ce processus constant de renforcement de la logique d'une articulation entre participation citoyenne et transition écologique, de professionnalisation de ces démarches-là, puisque clairement, il y avait des formes d'amateurisme en matière de participation à la fin des années 90, début des années 2000. Bon, c'est de moins en moins le cas. Globalement, les processus participatifs, ils sont bien organisés sur le plan formel et procédural. Alors, ce qui n'a pas permis de lever toutes les limites en termes de représentativité des participants, ça a été rappelé précédemment. Alors, il y a un certain nombre d'outils qui existent, et pour le coup, la mode ou l'attrait pour le tirage au sort s'explique aussi par ce constat du déficit de représentativité. Reste un certain nombre de limites que j'ai déjà évoquées sur les effets décisionnels des processus de participation, qui produisent aussi un certain nombre d'effets déceptifs à l'égard des participants. Mais par contre, du point de vue du comment on organise, ça, c'est clairement quelque chose qui fait partie aujourd'hui des standards de l'action publique en matière de transition écologique. Très bien, merci beaucoup. Ça fait une parfaite transition sur finalement l'exemple emblématique de ce recours au tirage au sort pour essayer de résoudre cette équation entre participation citoyenne renouvelée, urgence climatique et impératif de justice sociale, puisque je parle évidemment de la Convention citoyenne pour le climat qui a été réunie donc en 2019 et 2020, 150 citoyens tirés au sort, formés à travers une série d'ateliers et qui ont rendu donc 149 propositions. Notre intervenante suivante, Marine Braud,
pu suivre cette expérience de l'intérieur depuis une position bien particulière, puisque Marine, vous étiez donc au cabinet de Barbara Pompili, la ministre, est donc en charge très précisément du suivi de toute cette démarche, finalement, depuis les premières réunions préparatoires jusqu'au rendu, enfin jusqu'au même au vote de la loi climat et résilience. Et donc, du coup, beaucoup de choses ont été dites, évidemment, sur cette expérience. Ce qui va être intéressant aussi, peut-être pour renouveler notre regard, c'est d'avoir cet angle de l'intérieur et finalement nous raconter si c'était une bonne idée de tenter de réunir ces citoyens et si ça a répondu d'ailleurs à l'enjeu qui a été cité par Alice Mazot d'avoir une meilleure représentativité et donc une plus forte légitimité finalement des propositions qui en sont ressorties. Donc Marine, on vous écoute pour ce récit peut-être de l'intérieur. Alors, pour commencer, j'étais effectivement au cabinet de Barbara Pompili pour la mise en œuvre de la Convention citoyenne pour le climat. Mais avant ça, c'était Elisabeth Borne qui était ministre de la Transition écologique et solidaire, et j'étais aussi à son cabinet. Et à ce moment-là, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un regard de l'intérieur, parce que justement, on a voulu laisser se dérouler la Convention citoyenne avec le moins d'intervention possible du gouvernement. Donc, mon rôle, en fait, au cabinet d'Elisabeth Borne, c'était de suivre donc la mise en place de la Convention et puis ensuite la partie publique des délibérations. Mais justement, le gouvernement n'était pas à l'intérieur. Il se tenait à la disposition des membres de la Convention s'ils souhaitaient interviewer des ministres, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Pour revenir un tout petit peu, pour remettre dans le contexte, il faut se souvenir qu'on est à l'automne 2018, on a le mouvement des Gilets jaunes qui est en partie lié à l'augmentation de la taxe carbone sur les carburants. S'ensuit le grand débat national organisé par le président de la République, dont sortent deux demandes principales. La première, c'est plus d'écologie et la deuxième, c'est plus de démocratie. Donc, l'idée de la Convention citoyenne, elle vient de là. Elle vient de cette idée de voir que on entre dans le dur de la transition, on entre au moment où il va y avoir des choses un peu compliquées à faire qui vont impacter des gens et qu'on a ce qui a été résumé par le conflit entre la fin des temps et la fin du mois. Et donc, on réunit la Convention citoyenne. Je voudrais revenir justement sur ce qu'a dit Anaëlle Chaleur, sur le fait que c'était un peu toujours les mêmes qu'on voyait dans les exercices de délibération. Donc là, effectivement, on est sur un processus de tirage au sort, ce qui nous permet d'enlever un certain nombre de biais. Et donc, on a 150 citoyens qui sont représentatifs de la société française sur un certain nombre de critères, notamment des critères de genre, de niveau de diplôme, de représentation géographique. Par contre, il y a un critère sur lequel on a quand même, il reste un biais, et beaucoup ont pensé que c'était le critère de sensibilité aux questions climatiques et environnementales. Ce n'est pas le cas. Sur les études qu'on fait sur les membres de la Convention citoyenne, quand ils arrivent, en fait, ils ont globalement le même niveau de conscience environnementale que la moyenne des Français. Par contre, c'est effectivement des gens qui ont une surreprésentation de personnes qui participent à la chose publique. C'est le seul petit biais qu'on a, c'est qu'effectivement, statistiquement, ce sont des gens qui participent un peu plus à la vie publique. Donc, l'intérêt de la Convention citoyenne, c'était en gros d'avoir des citoyens qui soient capables de nous dire voilà ce qu'on considère acceptable dans la transition qui nous permettent d'atteindre l'objectif qui, à ce moment-là, était encore de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Un objectif qui va être rehaussé du fait des nouveaux engagements européens. Donc, les citoyens sont effectivement formés avec des climatologues, avec des experts. Ils interrogent plus de 200 personnes qui viennent d'entreprises, d'ONG, etc. Ils sont aidés par des experts en permanence, donc un groupe d'appui. Ils sont aidés par des experts légistiques qui les aident à rédiger leurs propositions vraiment en termes presque de projet de loi sur un certain nombre de propositions. C'est aussi un comité qui leur dit les limites d'un certain nombre de propositions qu'ils ont. Et donc, en juin 2020, ils remettent leur rapport à Elisabeth Borne, puis au président de la République. Ce que je retiens de cet exercice, l'un des premiers sujets,
c'est qu'on n'a pas réussi le passage de 150 à 67 millions de Français. On n'est pas sur justement des outils de délibération locaux qui permettent vraiment de voir dans ma ville, dans ma région, des choses très concrètes. On est sur quelque chose qui est au niveau national. Et en fait, ce qui est devenu acceptable progressivement pour 150 Français qui sont tirés au sort parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils ont compris l'urgence, ne l'est pas forcément pour les 67 autres millions de Français qui, eux, n'ont pas eu cette formation et n'ont pas forcément conscience du degré d'urgence de la situation. Et c'est en ça que l'idée de passer au référendum une partie des propositions aurait pu nous permettre aussi de faire ce passage de 150 à 67 millions de Français. Mais c'est une solution qui a été tout d'abord rejetée par les membres de la Convention citoyenne, qui ont eux-mêmes dit les Français ne comprendraient pas. Nous, on a été formés pas eux, donc ils ne comprendraient pas, ils ne voteraient pas ça. Et qui ensuite a été aussi rejetée par le gouvernement qui a suivi la recommandation de la Convention sur ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier point, c'est que je pense qu'on n'a pas encore trouvé la panacée qui nous permet de renouveler cette prise de conscience beaucoup plus largement. Et le deuxième point, qui là est plus technique, mais qui moi m'intéresse beaucoup, c'est que je pense qu'on n'a pas suffisamment réussi l'échange entre l'administration et les citoyens, et entre les politiques et les citoyens. C'est-à-dire que les membres de la Convention citoyenne avaient une telle défiance du gouvernement et avaient tellement peur d'être manipulés, notamment pour remettre la taxe carbone, qu'on a eu assez peu d'interactions finalement entre notamment l'administration et eux, ce qui peut être un problème pour l'élaboration des propositions. Mais ce qui surtout, à mon sens, pose un problème pour l'administration parce qu'en fait, cet échange, il peut être très puissant pour que les gens qui travaillent au quotidien dans les administrations, en fait, se souviennent à un moment de comment pensent les vrais gens et de comment est-ce que leurs propositions peuvent être prises. J'essaye de faire court, mais ça a été 2 ans. C'est parfait. Je pense qu'on a à la fois un rappel de ce qui a pu se passer et une ouverture aussi sur cet enjeu de finalement diffuser à la fois la matière sur laquelle ont travaillé les citoyens et cette compréhension des enjeux et puis cette ambition de déclencher de nouvelles politiques. Alors, pour peut-être justement regarder comment sur tout le territoire, des démarches peuvent aussi être menées. Il y en avait évidemment avant la Convention citoyenne. Elles sont peut-être renouvelées et inspirées désormais par la même méthode, puisque sur le plan méthodologique, on l'a vu et ça a été dit, ça a été quand même un apprentissage très intéressant, très important. On avait eu l'occasion, nous-mêmes, Open Source Politics, de suivre le volet contributif à travers la mise en place d'une plateforme pour les organisations et les citoyens. Donc, on a vu à quel point il y avait un pas qui a été franchi de ce côté-là. Il se construit aussi beaucoup donc, sur les territoires et pour ça, nous avons la chance d'avoir notre 4e intervenant, Ziad Farhat, qui est du coup directeur des projets énergie-climat chez Auxilia Conseil. Auxilia est donc un cabinet en partie spécialisé sur ces dimensions-là. Et Ziad a pu suivre beaucoup d'exemples un petit peu partout en France, depuis des petites communes ou des communautés de communes, par exemple en Vendée, jusqu'à des métropoles, peut-être on parlera du Grand Poitiers, et des régions, avec notamment un exemple dont on discutait en préparation de cet échange en PACA. Et donc, ces exemples-là ou d'autres peuvent être, donc depuis une dizaine d'années, finalement des illustrations de bonnes démarches ou de démarches qui échouent à un moment donné pour des raisons différentes. Dans le but d'avoir des règles du jeu claires, on s'est dit que c'était passionnant d'écouter Ziad sur un petit peu ce retour de terrain dans la conduite de démarches qui essayent d'allier donc nos 2 dimensions. Donc, Ziad, on vous passe la parole. Ok, merci beaucoup Valentin. C'est vrai que sur
ce qu'a évoqué Alice m'a pas mal interpellé, notamment sur l'expérience que j'ai accumulée depuis la fin des années 2000 jusqu'à maintenant sur les processus participatifs dans les territoires. Parce que c'est vrai qu'au départ, en tant que consultant, l'une des exigences qu'on essayait de poser dans les démarches participatives, notamment en lien à des projets énergie-climat, c'était vraiment la partie plutôt méthodologique, c'est-à-dire s'assurer qu'on met en place les bons moyens pour concerter dans de bonnes conditions et pour pouvoir faire émerger des propositions d'action qui seraient intéressantes auprès de la collectivité. Les collectivités, elles ont été vachement poussées notamment par l'ADEME à l'époque, donc c'était assez institutionnel puisque l'ADEME, dans son guide pour la réalisation des plans climat, mettait en avant la partie concertation. Et c'est en partant un peu de ce principe-là, sans trop savoir comment le faire, que on a été mobilisés, nous, auprès des collectivités pour les accompagner. Et donc, on insistait beaucoup sur la méthode. Et puis, au fur et à mesure de cette expérience, on se rendait compte qu'il y avait effectivement différentes déceptions qui apparaissaient. Donc, la partie représentativité que vous avez évoquée, mais aussi la partie transparence du processus. Puis, qu'est-ce qu'on fait finalement de cette matière-là qui est issue d'un travail participatif avec des habitants qui se sont mobilisés. Donc, si je reprends par exemple reprends l'exemple de PACA, la région PACA qu'on a accompagnée, c'était en 2015. Alors, on sortait tout droit des processus de débat qu'il y avait eu dans le cadre du débat national sur la transition écologique, la transition énergétique. Là, il y avait une méthode qui était basée sur la réalisation de panels et qu'ensuite on venait questionner des habitants sur la politique énergie-climat. On l'a fait en PACA avec 700 habitants de la région PACA dans 6 villes différentes en même temps, en leur posant les mêmes questions sur le plan climat régional pour voir un petit peu quelles étaient les sensibilités selon les territoires et quelles étaient les actions qui seraient à privilégier dans l'action régionale, territoire par territoire. Donc, c'était un processus passionnant qui était basé sur la réalisation d'un panel pour tenter une recherche de représentativité, même si forcément, il y avait la question de si on s'y implique, c'est qu'on a peut-être un petit peu d'appétence pour la chose publique, en tout cas, même si on se veut être le plus représentatif possible. Et tout ça a été passionnant avec un panel le jour même qui s'est réuni, qui a travaillé dans 8 villes différentes de PACA et avec des retours à la fois passionnants sur les actions qui étaient proposées, mais aussi intéressants sur la volonté de s'inscrire dans la durée dans la construction de la politique publique régionale. C'est-à-dire qu'au-delà de la question énergétique, il y avait une volonté des gens qui avaient participé de vouloir être mobilisés aussi sur les questions de santé, sur les questions d'école, de transport, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, en tant que cabinet de conseil, la seule chose qu'on souhaitait faire, c'était d'être des relais auprès des décideurs de la région, à la fois de cette voix qui s'exprimait à travers des propositions d'action et puis de cette volonté de s'inscrire dans la durée. Donc, on a assez rapidement orienté des propositions sur l'inscription dans le temps d'un panel de citoyens qu'on pourrait mobiliser régulièrement autour de la politique publique. Et c'est là qu'on a eu un autre moment déceptif, c'est que les élus à ce moment-là n'étaient pas du tout réceptifs à ce genre de choses. Ils avaient fait leur temps fort de leur plan climat dans la participation citoyenne et ça s'arrêtait là. Et donc, à partir de ce genre d'exemple-là qu'on a vécu plusieurs fois, on a un petit peu exigé, en fait, et ça fait partie finalement de nos conditions de participation à de tels processus en tant que cabinet de conseil, une méthode qui se veut transparente à la fois dans la manière dont on mobilise les citoyens, c'est-à-dire les différents modules de participation qui existent en ligne, sur le terrain, à travers des événements spécifiques qui permettent d'aller toucher des personnes hors les murs, c'est-à-dire pas forcément dans la collectivité. À quel moment ils interviennent aussi dans le processus de construction de la politique publique, comment seront analysées leurs contributions et qu'est-ce qu'on en fera. Et c'est un peu notre exigence minimale aujourd'hui pour pouvoir se sentir un minimum sincère dans notre participation et pas être finalement des outils d'une participation citoyenne qui n'est pas forcément conduite à son terme. Et là, en exemple assez intéressant, je trouve qu'il y a le Grand Poitiers, tu l'évoquais, Valentin, qui a mis un petit peu de moyens, notamment sur la partie aller chercher les personnes, avec du tirage au sort, avec une communication assez large et une mise à disposition d'un site en ligne pour contribuer.
des déplacements des services dans certains quartiers pour pouvoir aller spontanément recueillir des contributions, et enfin des ateliers de travail plus classiques, on va dire, avec des habitants qui se seraient inscrits à des thématiques en lien avec la transition énergétique. Et dès le début, on a été assez clair avec eux, c'est-à-dire que ces contributions, elles s'inscrivent dans la construction du plan d'action du plan climat de la communauté urbaine, qu'elles allaient être analysées techniquement par les services, puis qu'elles allaient être politiquement validées par les élus. Donc, il y aurait un processus qui conduirait à un arbitrage sur ce qui allait être retenu. Et on a été assez, avec le service énergie-climat, on a été assez exigeant, puisqu'on a eu la possibilité de travailler avec toutes les directions du Grand Poitiers dans l'analyse des propositions qui ont été faites. Et suite à cette analyse-là, les directeurs de service ont porté la voix des citoyens auprès de chaque élu référent des politiques publiques du Grand Poitiers. Donc là, on a eu une dernière réunion de travail où c'était les techniciens qui défendaient en gros les actions qui étaient techniquement possibles et proposées par les habitants auprès des élus du Grand Poitiers, qui ont fait des derniers arbitrages. Sur certains arbitrages, c'était clairement politique. D'autres où ils ont globalement suivi finalement l'avis technique parce que ça leur semblait cohérent et pertinent. Et donc, on s'est retrouvé au final avec 80% des propositions citoyennes qui ont amendé le plan climat, soit en renforçant des actions qui étaient déjà envisagées par le Grand Poitiers, soit en apportant des nouvelles formes de contribution. Et je me souviens qu'à l'époque, le cabinet du président, qui n'est plus en poste aujourd'hui, avait été assez frileux sur le fait de communiquer sur le rendu de ce travail-là. Et nous, on avait, avec le service énergie-climat, été assez insistant, on va dire, en disant que c'était le minimum syndical, c'était vraiment maintenant d'organiser un retour, sachant qu'en plus, le niveau de contribution était assez élevé, contribution retenue, donc il n'y avait pas à avoir à rougir, il fallait absolument faire ce retour, et c'est ce qui a eu lieu. Il y a eu un retour à la fois sur la plateforme en ligne et dans des réunions de restitution sur le travail qui a été mené et comment est-ce que le plan climat allait intégrer les contributions citoyennes. Voilà, c'est pas je vais m'arrêter là, Valentin, mais c'est pas malheureusement, c'est pas ce processus-là qui nous semble être un processus exigeant et un peu le minimum syndical pour pas créer de la déception auprès des citoyens. C'est pas le process qu'on retrouve dans tous les projets de participation, malheureusement. Mais en tout cas, ça fait aussi du bien de voir qu'il y a des collectivités qui sont de plus en plus sensibles et qui se prêtent au jeu de manière sincère de la conduite de A à Z d'un projet participatif. Très bien, merci beaucoup Ziad pour cette première intervention. On va vous redonner la parole successivement pour rebondir sur ce qui a été dit. Je rappelle donc que vous pouvez commencer à poser des questions dans le fil de discussion. On en a déjà relevé une ou deux. Et ensuite, avec Antoine et Chanez, on les posera donc à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, au fil de l'eau. Pour l'instant, on a des questions essentiellement sur le tirage au sort. Alors, justement, Anaëlle Chaleur à Tours, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de démarches dont vous pouvez vous inspirer aussi sur d'autres territoires. Donc, comment peut-être se passe ce travail d'inspiration et de reterritorialisation finalement des démarches participatives? C'est-à-dire que, voilà, où est-ce que vous allez chercher des bons exemples? Est-ce que c'est difficile de convaincre des services, d'autres élus, des militants que vous pouvez connaître dans votre parcours et qui parfois sont peut-être un petit peu désillusionnés aussi par ces démarches participatives multiples. Et plus largement, donc on a déjà un petit peu évoqué cette question, mais comment toucher le grand public? Et peut-être pouvez-vous nous dire un petit peu quelles sont les ambitions pour ces 4 prochaines années, sur quel terrain vous espérez encore un petit peu innover? Et puis peut-être en dernier élément également, parce qu'on en avait parlé dans l'échange préparatoire, il y a une situation politique à Tours qui fait qu'il n'y a pas forcément d'accord, pour le dire de manière très diplomatique, entre votre majorité et la métropole et le département, la région. Donc, comment se passe aussi cette cohabitation au sein du maillage territorial entre toutes les échelles de décision et d'action publique?
Donc, ça fait plusieurs questions. Oui, en 5 minutes, si j'arrive à répondre à tout ça. En 5-10 minutes, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, premièrement, effectivement, la chance de Tours, c'est que finalement, d'autres villes ont déjà un peu expérimenté, tenté, fait des erreurs, eu des réussites. Donc, l'idée ici, effectivement, c'est d'apprendre des autres. Donc, par exemple, notre budget participatif, rapidement, on a tout fait pour que les agents le vivent bien, parce que c'est une charge de travail vraiment en plus. Et on sait que dans certaines villes comme Paris, ce fut très compliqué pour les agents. Et donc, voilà, apprendre des autres villes, par exemple. On a suivi Grenoble qui a lancé un comité de liaison citoyen Covid. Au moment du Covid, il y avait des recommandations pour que les mesures soient pensées avec la population. Donc, on a mis ça en place, on a tâtonné. Et je reviendrai vraiment sur l'idée qu'en fait, les communes, les villes, doivent en fait oser l'expérimentation en disant on va tenter, on ne sait pas trop parce qu'on n'a jamais fait, et en fait se dire en transparence et sincérité, je pense que c'est des mots importants, de donner le cadre et de dire voilà ce qu'on vous propose, voilà ce qui sera possible, et d'y aller avec sincérité et en faisant confiance aux habitants habitantes, parce qu'effectivement on prend le risque de leur donner un peu une feuille blanche en disant voici le périmètre, voici des invariants et le reste vous pouvez proposer. Et finalement, on se rend aussi compte que lorsque les habitants ont du temps, ont la possibilité effectivement de se renseigner auprès d'experts, effectivement, ils gagnent en information. Et je crois vraiment dans cette intelligence collective où le plan A de monsieur X et le plan A de madame Z va devenir le plan C, parce que finalement, ils voient bien que les intérêts individuels peuvent tendre vers un intérêt plus général. Et ça, à chaque fois, c'est très riche et ils le vivent comme de belles expériences. Donc, on s'inspire d'autres villes. Évidemment, effectivement, il faut avoir des agents qui ont envie de jouer le jeu. Donc, j'ai de la chance, le service démocratie, le service urbanisme, le service végétalisation, la ville de Tours sont très moteurs, demandeurs et impliqués. On voit que d'autres services vont être peut-être plus frileux parce qu'ils peuvent aussi avoir eu des expériences où ils se faisaient plus critiquer et embêter par les citoyens qu'un travail constructif. Donc, l'idée, c'est aussi d'apporter un cadre comme le budget participatif, de dire on va cadrer tout ça pour que finalement les agents puissent dialoguer directement avec des citoyens qui ont envie de faire la ville, et que ça peut aussi redonner du sens aux agents de dire on travaille avec les habitants et pas contre ou autre. Et donc ça peut être un des enseignements des autres budgets participatifs. Alors, on ne voit pas encore toutes les retombées chez nous vu qu'on est juste au début, mais je pense que c'est un élément intéressant. Et j'ajouterais que pour les habitants, c'est assez facile de dire il n'y a qu'à et faut qu'on. C'est de dire pourquoi la ville ne met pas des bancs partout. En fait, il y a les pompiers qui doivent passer, il y a des réseaux, nanana, et qu'en fait, il y a plein de contraintes techniques. Et l'idée, effectivement, du budget participatif, entre autres, c'est de voir que d'une petite idée qui est intéressante, il faut la mettre en pratique, donc réglementation, financement, budget, etc. Et ça peut aussi permettre une montée en compétence des habitants, habitantes. Et ça, je pense que ça va être intéressant, plus le lien social autour de collectifs et de participation. Et on voit bien que dans le budget participatif, les enjeux du climat, de la végétalisation, des mobilités douces revient souvent. Dans les envies, évidemment, c'est une participation toujours plus large. Donc, que le budget participatif, il y ait un bel écho dans la ville avec des habitants qui peuvent se dire, en fait, on a notre mot à dire on a démarré à la ville de Tours avec 500 000 € pour que va-t-on faire de ces 500 000 €? Et que finalement, ils puissent se dire, on a la possibilité de décider, alors déjà de déposer une idée, mais aussi après de défendre l'idée auprès du reste de la population et enfin de voter, de faire voter le reste de la population. Donc, j'espère que le budget participatif va être une réussite. On va également toujours continuer à penser des quartiers ou des places avec les habitants habitantes, donc dans des cadres d'urbanisme, de projets urbains. Et on va, dans les mois qui viennent, faire un peu un bilan diagnostic déjà de tout ce qui se fait sur la ville de Tours. Alors, le mot, on va le changer parce que ce n'est pas le plus sexy, mais des états généraux, finalement, de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe sur la ville de Tours en termes de participation citoyenne et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. On sait que les conseils de quartier vivotent dans certains quartiers et pourront être repensés. Le conseil municipal des jeunes manque aussi de représentativité. On a des 4e et des 3e et c'est un peu restreint et
on a des fils et des enfants d'élus, donc c'est bien, mais ça manque des fois un peu d'ouverture. Se posera aussi la question du droit concernant la pétition et l'interpellation, que Besançon a fait un grand travail et je vais regarder ça de près. Également, un jour, le référendum d'initiative municipale, donc il y a des gros enjeux. Alors, il y a des cadres législatifs qu'il faut prendre en compte, mais en gros, une ambition de prendre en compte les attentes de la population pour qu'ils puissent intervenir, interpeller et peser sur la décision politique. Et une autre envie, ça sera de creuser tout ce qui va être éducation populaire, avec cette idée de citoyenneté, de comment les associations, comment les collectifs finalement peuvent amener les habitants dans des petites structures de décider dans des associations, dans des collectifs pour apprendre à décider ensemble, à coopérer. Et réellement, ce que je pense, et je suis professeur dans ma vie professionnelle, c'est qu'on doit apprendre à coopérer parce que vu les enjeux climatiques et les crises et catastrophes à venir, il va nous falloir cette coopération et donc ça, c'est un élément important. Dernier point, si je ne me trompe pas, c'est effectivement un cadre politique dans notre territoire qui est très compliqué. Il faut savoir que donc la ville de Tours est entre les mains d'écologistes, citoyens, gauche plurielle avec un rassemblement avant le premier tour. Donc, on a une équipe plutôt soudée et donc l'union NUP, on l'avait fait un peu à Tours avant avec PS, PC, ELV, etc. Et finalement, toute la difficulté, c'est qu'à la métropole, version rapide, aujourd'hui, aucun élu de la ville de Tours n'est dans l'exécutif. C'est-à-dire qu'ils ont fait une métropole sans la ville-centre et qui est entre les mains d'élus de droite. Et donc, c'est extrêmement compliqué, étant donné que la ville de Tours, on est plutôt sur les bancs de l'opposition. Alors, le maire de Tours essaye de travailler tout de même en bonne intelligence avec le président de la métropole. Et je donnerai juste un exemple qui, moi, me tient à cœur en tant que militante et maintenant en tant qu'élue, c'est l'aéroport de Tours. L'aéroport de Tours entre les mains de Ryanair, qui n'est pas rentable, qui aspire beaucoup d'argent public de la métropole, département et région. Et ils espèrent multiplier par 6 le trafic aérien, alors que c'est juste pas tenable avec la loi qui nous demande de réduire de 40% les émissions de CO2. Donc, c'est extrêmement compliqué parce que finalement, il faut mettre des ambitions sur les mobilités, donc l'aéroport ou le schéma cyclable. Et finalement, on n'a pas toutes les mains là-dessus. Et finalement, quand on me moque quand je dis qu'il y a des jeunes en marche climat qui sont effrayés de cette situation, c'est compliqué à vivre. Donc, il y a aussi qui a encore les manettes et à la métropole, tout ce qui est participation citoyenne et climat, ça avance pas très vite. Voilà, version rapide, j'espère avoir répondu un peu largement. Très bien, merci beaucoup Anaëlle, et je retiens notamment cette question de la coopération entre élus, services, citoyens et puis entre les différents maillons administratifs. C'est justement la question que je souhaitais poser à Alice Mazot. Comment on fait pour, sur le plan justement méthodologique, qu'est-ce qu'on observe pour essayer de réunir, de rassembler déjà autour des constats, mais ensuite idéalement autour des solutions, des acteurs aux intérêts et même vraiment aux approches, aux conceptions différentes entre d'un côté ceux qui vont être avant tout dans la technicité, parce qu'on le sait que ce sont aussi des sujets techniques. D'autres qui vont être sur la responsabilisation individuelle et presque les changements comportementaux. D'autres qui vont être justement sur une dimension de lutte contre des inégalités qui se retrouvent aussi sur ces questions encore plus fortement peut-être de pratique et donc d'efforts à faire pour la transition. Qu'est-ce que vous avez pu observer et comment ça résonne avec ce que vous avez pu entendre ce matin avec nos 3 autres intervenants? Oui, alors peut-être je vais faire un petit pas de côté par rapport à la façon dont vous formulez la question. Hein. La première chose, c'est, on l'a entendu à la fois dans la présentation sur la Convention citoyenne, mais aussi dans la présentation qui vient d'être faite, hein, et qui était aussi dans celle de Ziad Farhad précédemment, cette idée qui est posée depuis bien longtemps, hein, que une fois qu'on inclut les citoyens dans un processus
historiquement organisée autour d'une relation élu-technicien, on crée de la perturbation. Et donc, se pose la question de comment on gère cette perturbation pour qu'elle soit le plus productive possible. Je vais le formuler dans ces termes-là. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même questionné depuis assez longtemps. Mais effectivement, souvent, il y a des formes d'ambivalence quant aux attentes de chacun, et donc quant à ce qu'il est possible de faire ressortir de ces différents processus. Je crois que ce qui n'est plus discuté aujourd'hui, c'est la question de la légitimité et de la compétence des citoyens, à la fois à participer à la prise de décision, donc plutôt à s'inscrire dans la logique politique de la transition écologique, ni même à apporter des contributions utiles, pertinentes à des éléments plus opérationnels, que ce soit sur des formes d'aménagement, etc. Donc, je crois que cette question-là, elle en quelque sorte a un peu été résolue par les expériences accumulées qui montrent que dès lors qu'on crée les conditions de la participation, les citoyens sont tout à fait en capacité de le faire. Et pour ne prendre qu'un tout petit exemple, moi j'avais travaillé il y a déjà presque 20 ans, un peu plus de 15 ans maintenant, sur les budgets participatifs dans les lycées. Autant vous dire qu'au milieu des années 2000, quand les élus et agents avaient pour mission de laisser des lycéens discuter, décider de projets à plusieurs millions d'euros, autant vous dire que la question de la compétence avait été brandie et que ça avait suscité des débats extrêmement forts. Et on avait bien vu, après, par la pratique, qu'on n'était pas du tout dans des formes dispendieuses, au contraire, qu'il y avait des usages extrêmement raisonnables de l'argent public. Bon. Ça pour dire que cette question-là, me semble-t-il, elle est tranchée. En revanche, restent deux questions dont on voit bien qu'elles posent problème. La première, c'est que de façon plus ou moins délibérée, les élus ont souvent des réticences très fortes à consentir à ce que les citoyens participent à la décision. C'est-à-dire que dès lors qu'il s'agit de trancher les questions politiques que soulève la transition écologique, donc la question des infrastructures, la question du modèle de société, la question des enjeux économiques, sociaux qui sous-tendent les problématiques écologiques, souvent, et je le dis bien de manière soit délibérée, soit un peu contrainte, ces questions-là sont sorties de la discussion. Alors, soit contraintes parce que, comme ça a été dit dans le cas de Tours, on sait très bien que les processus décisionnels sont extrêmement complexes et que les élus n'ont souvent pas la main sur un certain nombre d'enjeux, et donc qui sont extrêmement structurants, mais sur lesquels, finalement, quand bien même ils le souhaiteraient, ils ne peuvent pas partager une décision qu'ils n'ont pas, pour le dire vite. Deuxième possibilité, on a des formes d'évitement délibéré où moi je rencontre régulièrement des élus qui disent mais non, mais je vais quand même pas partager la question des arbitrages puisque c'est ça mon pouvoir. Donc, et pour le coup, sur la question de la Convention citoyenne, ça avait été beaucoup commenté sur le fait que c'est tout l'enjeu des arbitrages interministériels qui se sont joués après qui ont été l'élément le plus politique de la discussion. Et on voit bien la difficulté à appréhender politiquement ces enjeux-là et donc à penser les formes de participation sur les questions qui sont fondamentalement politiques, c'est-à-dire l'argent public, je le mets là ou je le mets là. C'est-à-dire comment j'établis l'ordre des priorités, etc. Et donc, là vraiment, ça me semble être un point important. Souvent, il y a des formes de prudence excessive, de résistance, de réticence de la part des élus à aller placer la participation des citoyens précisément au cœur de la décision. Voilà. Soit parce qu'on craint les propositions qui vont être faites, soit parce qu'on veut garder le pouvoir, soit parce qu'on ne l'a pas, pour un certain nombre de raisons différentes. Mais ça, c'est un constat qui est quand même assez significatif. En aval, effectivement, il y a alors des difficultés à inscrire la participation des citoyens dans les processus ordinaires de fabrique de l'action publique. Alors, il y a encore pour deux raisons. Première raison, c'est que souvent, tous les processus participatifs ne peuvent pas contribuer de la même façon à la production des politiques publiques. Et souvent, on veut que tout fasse tout en même temps. Soit il faut laisser aux citoyens la possibilité de prendre part à une décision, à un arbitrage, on fait ça ou on fait ça, et donc on se situe en amont, soit on va chercher de la contribution plus opérationnelle.
Voilà. Mais souvent, on veut un peu à la fois que ça oriente les décisions et que ça produise des éléments qui sont susceptibles d'être directement applicables, reproductibles, réutilisables par l'administration. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Et enfin, du point de vue des agents, effectivement, j'ai été très intéressée par la manière dont c'est soulevé, parce que jusqu'à il y a quelques temps, on considérait qu'une fois que les citoyens avaient formulé leurs avis, formulé leurs propositions, c'était la machine administrative qui allait digérer tout ça, et puis qu'on verrait bien ce qu'il en sort. Alors, soit dans un processus d'écoute sélective, à savoir, on va trier, on va prendre ce qui nous intéresse, et puis c'est déjà pas mal, soit dans un processus plus réfléchi, où on va commencer à avoir des formes de rendu de compte. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui émerge depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on va commencer à travailler avec les agents, à la fois pour que cette question de la participation des citoyens, elle ne soit pas perçue comme une surcharge inacceptable de travail qui, finalement, aurait pour effet pervers de délégitimer la participation auprès de ceux qui sont susceptibles de la rendre opérationnelle, mais aussi un travail pour essayer d'articuler le mieux possible la participation avec ceux qui sont au quotidien dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en œuvre parce que ça suppose finalement que ceux qui ont la charge de la politique sectorielle qui va être impactée par la participation des citoyens, c'est-à-dire la mobilité, les déchets, l'énergie, soient au cœur du processus participatif. Pas au cœur pour tenir les règles et tenir le stylo des participants, mais au cœur dans la construction des réflexions, au cœur dans la perception des discussions. Parce que finalement, c'est souvent là que se jouent les transformations. Pas tellement dans le fait d'avoir une contribution toute ficelée qui arriverait jusqu'à la traduction opérationnelle, mais dans des formes de resocialisation mutuelle, en quelque sorte, entre les citoyens et qui participent et les agents. Juste une anecdote pour conclure sur ce point. Moi, j'ai assisté à un jury citoyen sur les questions de mobilité et de transport au niveau régional, il y a déjà une quinzaine d'années, là encore. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'évidemment, le service de mobilité, comme c'était du transport régional, il discutait très régulièrement, il avait une concertation très régulière avec les usagers du transport. Sauf que les usagers du TER dans une région rurale, c'est moins de 10% de la population. Quand vous faites du tirage au sort intégral, en fait, qui vous avez dans votre jury citoyen ? Les 90% des gens qui ne mettent jamais les pieds dans le TER. Et donc, ce décalage-là, il a créé une forme d'interrogation totalement inhabituelle dans la compréhension même de ce qu'est la logique de la politique de mobilité dans une région rurale. Et donc, c'est anecdotique, mais ça illustre bien comment, finalement, les contributions de ces dispositifs-là, ils ne sont pas toujours là où on les attend, mais que dans tous les cas, ce qui n'est pas toujours bien fait, qui commence à se faire, mais ce qui n'est pas toujours bien fait, l'énergie dépensée ne doit pas être dépensée simplement dans le moment de la procédure, il doit être dépensé à la fois sur l'amont de comment on pense collectivement l'insertion de ce dispositif dans les processus décisionnels et dans l'aval de qu'est-ce qu'on en attend. Qu'est-ce qu'on en attend ? Est-ce qu'on attend de la contribution opérationnelle ? Est-ce qu'on attend de l'arbitrage ? Est-ce qu'on attend de la resocialisation mutuelle, etc. On ne peut pas tout faire. Et souvent, il y a une forme d'ambiguïté comme ça dans les dispositifs où on croit qu'en même temps, on va à la fois résoudre les problèmes démocratiques, résoudre les problèmes de transition écologique et avoir un aménagement efficace de la ville. Je crois que cette illusion-là, elle est néfaste finalement à l'efficacité des processus. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, ce qui est peut-être deux dimensions sur lesquelles je vais proposer à Ziad Farhad de rebondir. La première, elle a un petit peu déjà eu lieu dans le fil de discussion pendant l'intervention d'Alice, c'était et Alice Mazeau a terminé aussi sur cet exemple-là des territoires dont on a moins parlé jusqu'à présent ce matin, c'est des territoires ruraux, avec donc des populations qui ont évidemment d'autres pratiques et qui sont impactées différemment par nos sujets. Et donc, l'avantage, c'est que Ziad, dans ses expériences de conseil, a pu accompagner un territoire notamment assez pilote et ambitieux en la matière. Donc, je vais lui laisser l'occasion de nous en dire un petit peu plus. Et puis, voilà, cette dimension de
comment conserver une ambition tout en sachant, et donc embarquer le maximum de participants, tout en sachant, comme le disait Alice Mazeau, que peut-être on met trop d'espoir dans l'idée que tout va être résolu d'un seul coup, des éléments démocratiques, des éléments de crise environnementale. Et donc, ça m'intéresserait d'avoir aussi votre retour sur un petit peu les bonnes pratiques, les règles que vous essayez de mettre en place quand vous accompagnez des collectivités, notamment, en tout cas des acteurs publics locaux, dans ce type de démarche. Quelles sont les bonnes règles du jeu pour que ça fonctionne? En avant, en amont, pendant et en aval. Ouais. Est-ce que tu veux, Valentin, que je commence par les règles du jeu? Peut-être, et puis on donnera Telles que je les vois, moi, telles que je les présente auprès des collectivités, peut-être. Donc, le premier, effectivement, c'est une recherche de représentativité, et c'est pas simple. Pourquoi est-ce que c'est pas simple? Parce qu'en général, la recherche de représentativité, elle implique des moyens à mettre à disposition pour pouvoir aller chercher des personnes qui sont souvent éloignées du débat public. Donc, mener un projet de tirage au sort, par exemple, ça nécessite un peu de temps à passer et d'investissement. Ça nécessite aussi, par exemple, nous, quand on préconise des temps en allant chercher les personnes qui manquent au débat, donc c'est par exemple aller dans les lycées, pouvoir aller dans certains quartiers sur certains formats qui sont plus adaptés à des heures qui conviennent plus, parce qu'effectivement, le 18h30 convient assez peu ou celui en journée d'ailleurs, hein, qui est souvent plébiscité par les collectivités pour permettre aux acteurs professionnels de participer. Ça nécessite des moyens humains, et quand on est dans une collectivité notamment rurale, c'est plus difficile d'aller les chercher. Donc, par moment, il faut aussi accepter, je pense, selon les territoires, de travailler avec les personnes qui sont en capacité de donner du temps. Ensuite, dans les règles du jeu, j'ai parlé de la transparence du processus. Ça me semble vraiment indispensable, c'est-à-dire qu'au moment où on a les personnes autour de la table, c'est d'expliquer exactement comment est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qui va être fait, de la parole qui va être recueillie et des propositions qui vont être mises sur la table. Je pense que dans les processus de participation, il y a différents échelons, hein, qui vont depuis l'information jusqu'à la négociation ou même la participation dans la mise en œuvre des décisions. Et il faut être très clair dès le départ sur ce qu'on veut faire dans le cadre du projet qu'on est en train de conduire. C'est ce qu'évoquait Alice dans la clarté aussi de l'objectif qu'on se donne pour pas en avoir 50 et être forcément déceptif. À mon avis, il y a aussi un enjeu de clarification des rôles dès le départ, c'est-à-dire quel est le rôle, quel rôle joueront les élus, quel rôle joueront les partenaires techniques qui peuvent participer, les services et le panel de citoyens. Autre règle du jeu qui me semble vraiment importante, c'est l'égalité de traitement de toutes les contributions. Et ça me semble vraiment important de ne pas sous-estimer ou de négliger certaines propositions parce qu'on estime qu'elles sont complètement contraires à la politique publique qui est envisagée par la mandature actuelle, par exemple, ou même parce que, en fait, ça ne relève pas du ressort de la collectivité, hein. Typiquement des propositions qui vont porter sur, je sais pas moi, tout ce qui va être taxes, impositions, etc. Ça relève pas forcément de la collectivité, mais pour autant, il faut pouvoir l'expliquer et ne pas la balayer d'un revers de main, ce qui peut arriver. Et enfin, l'obligation de retour aux participants que j'évoquais dans le cadre du Grand Poitiers, ce sont les quelques règles du jeu qui me semblent vraiment indispensables pour qu'on ait un process à minima effectivement sincère et conduit de bonne manière. Ensuite, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de territoires assez urbains. Moi, j'aimerais au moins évoquer Mortagne-sur-Sèvre, Valentin, qui est un territoire en Vendée, qui est un territoire plus à dominante rurale avec un petit peu de petite industrie. C'est un territoire qui partait sur la participation sans trop d'idées sur le sujet. Simplement, ils avaient la volonté d'avoir des citoyens qui se réunissent quelques samedis pour participer à la construction du projet de territoire. Donc nous, au départ, on les a accompagnés sur ce travail-là avec un petit peu plus d'exigences méthodologiques et puis de ce qu'on pourrait faire finalement de ce vivier de personnes qui étaient hyper intéressées pour participer au projet politique de la collectivité. Et donc, une fois ce travail réalisé de participation et d'incrémentation du projet de territoire de la collectivité, on a proposé aux élus et aux citoyens de pérenniser dans le temps
voilà, un petit groupe de citoyens qui avaient envie de s'impliquer à plus long terme finalement, à la fois pour continuer de discuter avec les élus des politiques publiques qui seraient mises en œuvre dans le cadre du projet de territoire, mais aussi en leur mettant à disposition un peu de moyens pour porter des projets en propre. Et c'est là où je pense que le ciblage de l'objectif, il est très important, c'est-à-dire que là, dans le budget qui était mis à disposition, c'était vraiment porter des projets citoyens de type jardin ouvrier, ou centrale photovoltaïque citoyenne, ce genre de choses. Donc là, l'objectif était assez clair, qu'on était sur des projets portés par des citoyens. Je crois que c'était ce qui était évoqué par Alice, notamment le fait de dire que il y a des initiatives citoyennes qu'on essaye de croiser avec des dispositifs de participation plus larges. Là, c'était un peu le cas, mais émergent de la collectivité. C'est-à-dire, on vous propose de réfléchir à des actions que vous souhaiteriez porter, sur lesquelles on pourrait vous aider à travers des moyens techniques et des moyens financiers. Et aujourd'hui, ce collectif, il est quand même pérennisé dans le temps. On a des centrales photovoltaïques citoyennes qui vont sortir à l'échelle de Mortagne-sur-Sèvre. Et forcément, pour une collectivité, je le redis, ça nécessite de mettre un petit peu de moyens pour travailler de manière qualitative sur ces projets, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est inaccessible pour des territoires ruraux, avec parfois, effectivement, c'était évoqué dans la discussion, je crois, par Cédric, des problématiques qui sont assez lourdes sur le transport, mais qui ne relèvent pas toujours non plus de la compétence communale, typiquement. Et donc, il faut clarifier assez rapidement ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Typiquement, quand je travaille avec les communes, quand il y a des sujets qui ressortent qui ne relèvent pas de sa responsabilité, comme les déplacements, il y a une attention qui est faite pour que ce travail-là de remonter vers l'intercommunalité ou l'autorité organisatrice de transport soit faite, mais on ne vend pas le fait qu'à travers le dispositif communal de participation, on va pouvoir bouleverser la politique de transport. Voilà, en quelques minutes, un exemple un peu rural et les règles du jeu, comment on les met en œuvre, quoi. Très bien, merci beaucoup pour cette belle synthèse. On va finir par une dernière question, peut-être pour Marine Braud, avant de vous redonner dans le fil de discussion la parole. Peut-être deux dimensions. La première, c'est, alors évidemment, sans engager des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, mais quel regard semble porter au niveau de l'État pour aussi bien les services, le ministère, toute cette dimension interministérielle qui a été un petit peu évoquée, sur tout ce qui se passe dans les territoires et toutes ces démarches participatives. Est-ce que, de votre point de vue, l'État se voit un rôle de facilitateur, d'organisateur, de soutien, ou se perçoit plutôt en autonomie, et voit ces éléments de manière complètement indépendante. Comment faire cette articulation entre les échelles locales et nationales, parce qu'on a vu que les deux sont évidemment nécessaires. Et puis, d'autre part, on voit aussi que beaucoup d'éléments sont liés à des imaginaires autour de ces chantiers de réponse à l'urgence climatique. Et les esprits les plus sévères ont tendance à dire que finalement la transition écologique n'a même pas commencé au regard des émissions qui continuent d'augmenter. Alors, on le voit, il y a beaucoup d'exemples sur les territoires, et donc beaucoup de choses se font déjà. Mais on a observé aussi au cours de cette année, ce semestre de campagne, que le vocabulaire avait un petit peu évolué et qu'on parle désormais de planification écologique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce changement de sémantique et cette hausse des ambitions, au moins dans les discours, et à quoi on peut s'attendre du coup dans les prochains mois en la matière. Donc, Marine. Alors, ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup, donc voilà. Et plus beaucoup de temps, mais je vais essayer de faire court. Peut-être pour commencer sur la dernière question, sur la planification écologique, parce qu'en fait, de celle-ci découlent un petit peu toutes les autres réponses. Juste une première chose, c'est pas que les esprits chagrins qui considèrent que la transition écologique n'a pas véritablement commencé. On parle quand même de l'autorité environnementale qui vient de sortir un rapport qui dit précisément ça. Et l'autorité environnementale est quand même une autorité administrative relativement indépendante et c'est pas des Khmers verts. La planification écologique, en fait, on en fait déjà.
il faut pas se mentir, on fait déjà plein de plans. On a la stratégie nationale bas carbone. Au niveau régional, on a les SRADET, les PCAET. Alors, je ne suis pas très bonne en acronyme, mais ça doit être les schémas régionaux globalement d'aménagement du territoire et les plans climat, air, énergie territoriaux. Donc, cette planification, on en fait déjà. La différence qu'on devrait voir apparaître dans les prochains mois, si tout va bien, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on se fixe des plans, mais on n'a pas les moyens réellement de les suivre. Je parle au niveau national à minima. On ne se donne pas les moyens de les suivre, on ne suit pas les indicateurs, on suit assez peu est-ce que oui ou non on est sur les trajectoires qu'on s'est fixées. En gros, la plupart des ministères ne se sentent pas redevables des indicateurs et des objectifs qui se sont fixés, si bien qu'en gros, on attend d'être à la fin du chemin pour se rendre compte qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Là, l'idée, c'est d'avoir des moyens qui vont permettre au fur et à mesure, non seulement de coordonner l'action des ministères de manière à ce qu'enfin tout le monde tire dans le même sens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et en plus de donner des moyens, notamment à Matignon, de suivre si on s'éloigne d'une trajectoire qui nous amène à nos objectifs. Et à ce moment-là, ce que Matignon peut faire, c'est convoquer les ministères pour demander la mise en place d'actions correctives qui nous permettent de nous remettre sur notre trajectoire. C'est ça qu'il faut imaginer sur la planification. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet qui relève plus d'une forme de négociation. C'est ce qu'on se disait. Pour arriver à nos objectifs, il y a souvent plusieurs façons d'y parvenir. Par exemple, si on parle de diminuer l'usage des produits phytosanitaires dans l'agriculture, on peut y arriver en développant massivement l'agroécologie, on peut y arriver en développant massivement des nouvelles technologies qui permettent de doser très finement quand est-ce qu'on met des produits phytosanitaires. Il y a certaines actions qui sont probablement beaucoup plus efficaces que d'autres, mais en tout cas, il y a plusieurs solutions. Et aujourd'hui, on est au moment où on doit pouvoir éclairer ces solutions et on doit pouvoir déterminer. Et ça passe à la fois finalement par de la consultation citoyenne. Quand on parle de produits phytosanitaires, il y a la question de toutes les personnes qui habitent autour des champs, il y a la question de la santé des agriculteurs eux-mêmes, et tous ces gens-là, il faut réussir à les faire discuter ensemble. Mais il y a aussi la négociation avec les filières économiques. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de jobs qui vont disparaître. Aujourd'hui, des gens qui construisent des moteurs diesel, dans 10 ans, normalement, ce métier-là n'existe plus. Donc, que deviennent ces gens-là? Qu'est-ce qu'on met en place pour leur permettre de se reconvertir? Et c'est tout ça que, normalement, la planification écologique, si elle est effectivement faite comme elle est pour le moment planifiée, enfin pensée, dans ce cas-là, on va pouvoir commencer à mettre en œuvre véritablement la transition. Et c'est là où je fais le point, la liaison avec votre dernière question, enfin votre première question en l'occurrence, sur le lien entre l'État et les collectivités. La plupart des solutions de la transition, elles se mettent en place au niveau local. Quand on construit des champs d'éoliennes, quand on développe l'usage du vélo, quand on fait de la rénovation des bâtiments, c'est des choses qui sont foncièrement au niveau local. Aujourd'hui, le lien entre les objectifs nationaux et les objectifs notamment régionaux se fait assez mal. Donc, en fait, on n'est pas véritablement en capacité de dire que l'addition de tous les schémas régionaux nous permet d'atteindre nos objectifs nationaux. Et ce lien de compatibilité entre les différents schémas, il se fait aujourd'hui assez mal. C'est des choses qu'on a essayé de renforcer dans la loi climat et résilience, mais avec une très forte résistance aussi des collectivités locales qui ont envie de conserver, et c'est normal, leur indépendance sur ce sujet. Et donc, bien construire à la fois la façon dont l'État réussit à dire à une région, là, vous n'êtes pas au niveau pour qu'on réussisse à atteindre nos objectifs collectifs, tout en pouvant discuter de voilà, comment on va vous accompagner financièrement avec des moyens, ça peut être des moyens purement techniques et un soutien, par exemple, un appui du préfet. Enfin, il y a beaucoup de coopération à penser et à construire. Et c'est aussi un peu ça qu'on est censé réussir avec la planification écologique. En tout cas, ça fait partie des sujets sur lesquels on pourra juger de l'efficacité ou non de la planification écologique qui a été annoncée. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse très complète. Je crois que nous n'avons pas le temps malheureusement de poser une dernière question à
Alice Mazot qui avait prévenu qu'elle devait nous quitter maintenant. Donc, merci beaucoup pour votre participation. C'était un plaisir et à nouveau, donc, l'échange sera à retrouver après la captation. Ce que je vous propose, donc en laissant le temps à Alice Mazot de se déconnecter, c'est de passer la parole à Antoine chez nous qui peut lister une ou deux questions. Donc, si on reprend peut-être au début de l'échange et des premières questions, on avait des questions qui revenaient sur l'expérience de la Convention citoyenne et des conventions citoyennes peut-être locales qui reposaient sur le tirage au sort. Donc, voilà, ça peut donner une première piste et puis ensuite poser une ou deux autres questions adressées donc à Ziad, Marine et Anaël. Oui, effectivement, dans le chat, on avait deux questions relatives au tirage au sort. Une première question de Sandrine Damour qui demandait si, vis-à-vis du défi de la représentativité, est-ce que la méthode du tirage au sort permettait d'assurer l'implication des personnes tirées au sort, d'avoir des retours sur l'expérience, notamment de la Convention citoyenne pour le climat, j'imagine, qui sera intéressant dans ce cadre-là. Notamment, je pense peut-être tirer le fil de l'association qui a été créée par les 150 citoyens tirés au sort et qui a permis du coup l'engagement sur le long terme. Peut-être revenir un petit peu là-dessus, si vous pouvez. Peut-être qu'il y a aussi d'autres exemples de tirage au sort, ou en tout cas de dispositifs de participation basés sur le tirage au sort, dont les uns et les autres vous avez connaissance et qui pourraient être intéressants de retracer sur ce point-là. Et puis, une deuxième question, du coup, centrée sur le tirage au sort, peut-être centrée sur la Convention citoyenne pour le climat également, à savoir, est-ce que les personnes tirées au sort pouvaient refuser de participer et à l'inverse, est-ce que vous avez reçu des retours de personnes frustrées de ne pas avoir été tirées au sort? Comment est-ce que vous avez géré cette partie-là et comment est-ce que vous avez tenté de les intégrer? Là-dessus, on aura aussi, je pense, de notre côté, une petite réponse à apporter. Peut-être, du coup, la première question, peut-être à Marine Moreau, en fait, sur comment est-ce qu'on assure l'implication des personnes tirées au sort, notamment dans la CCC? Tout en rappelant donc ce qui a été dit, que du coup, ce n'était pas le gouvernement qui organisait, mais qui l'a accompagné. Mais en tout cas, c'est à nouveau sur l'observation. Je vais répondre assez globalement sur les questions tirage au sort de la Convention citoyenne. Peut-être juste qu'on soit bien clair entre nous, on utilise le terme d'échantillon représentatif, c'est un abus de langage parce qu'un échantillon de 150 personnes ne peut pas être représentatif. Donc ça, on se le dit clairement. Le tirage au sort de la Convention citoyenne, en fait, c'est des numéros de téléphone, à la fois des fixes et des portables, qui étaient générés aléatoirement. Et ces numéros étaient ensuite appelés ou alors on envoyait un SMS pour dire « Souhaitez-vous participer à une convention citoyenne ?» Les gens pouvaient répondre oui ou non. Et c'est là où on a ce petit biais, justement, des gens qui sont plutôt inclus dans la chose publique, qui sont ceux qui ont plus tendance à répondre oui. Donc, ils pouvaient clairement refuser. Et s'ils disaient oui ou peut-être, ensuite, on leur envoyait un certain nombre de questions, justement, pour déterminer dans quelle catégorie ils rentraient en termes de genre, d'âge, de niveau de diplôme, etc. Les 5 critères qu'on avait jugés pour essayer de faire l'échantillon le plus représentatif possible. Et ensuite, parmi le pool de gens de chaque catégorie, à la fin, on leur confirmait ou non leur participation à la Convention citoyenne. Quand je dis « on », c'est effectivement le comité de gouvernance qui avait été mis en place, qui a organisé tout ça. On a effectivement reçu un certain nombre de témoignages de gens qui voulaient faire partie de la Convention citoyenne. C'est des gens à qui, pour le coup, on a répondu qu'une plateforme participative était mise en place sur laquelle ils pouvaient s'exprimer. Et c'est les membres de la Convention citoyenne qui avaient accès à toutes ces recommandations et toutes ces idées qui étaient données à la fois par des citoyens et à la fois par des corps organisés via cette plateforme participative. Juste sur la
représentativité, on a trois corps qui ont été, sur lesquels on a forcé la représentativité. Le premier, c'est les agriculteurs, parce que les agriculteurs, c'est 1% de la population en France. Donc, quand vous générez des numéros aléatoirement, vous avez peu de chances de tomber sur un agriculteur et encore moins de chances de tomber sur un agriculteur qui est prêt à sacrifier 4 ou 5 week-ends parce que ces gens-là travaillent énormément et tout le temps. Le deuxième groupe sur lequel on a forcé la représentativité, c'est les Outre-mer, parce qu'on ne pouvait pas se permettre, surtout pour une convention pour le climat, de payer des allers-retours en avion 5 week-ends d'affilée à des gens d'Outre-mer. Donc, on est allé chercher des gens d'Outre-mer qui étaient en ce moment en formation en France. Et le dernier, c'est les personnes en grande précarité. Et notamment, on avait dans le panel 2 personnes qui étaient d'anciens SDF et qui, eux, étaient accompagnés par les petits pères des pauvres de mémoire pour pouvoir participer. J'ai oublié des questions ou... Non, en tout cas, c'était très complet sur la Convention citoyenne. Peut-être qu'il y avait la question du suivi et du fait qu'au moins une partie de ces citoyens se sont après constitués en organisation, on continue à essayer de travailler, de suivre. On fait un week-end finalement d'évaluation de la reprise par le gouvernement de leurs propositions. Est-ce qu'il y a un petit peu des éléments sur voilà, la continuité, ce qu'ils deviennent aujourd'hui, comment cette communauté est toujours active ou pas, et ses relations éventuelles avec l'État ou d'autres acteurs? Alors, sur le suivi, c'est clairement l'un des sujets sur lequel on a pêché. On peut se le dire. En plus, j'ai un de mes anciens collègues qui est connecté et qui a eu à suivre ça avec moi. En fait, quand le président de la République annonce aux 150 citoyens qu'ils vont continuer à être associés à l'élaboration de la loi, en fait, nous, on n'est pas au courant. Donc, on se retrouve derrière à devoir sortir les rames pour essayer d'associer des gens qui, normalement, étaient censés rendre leurs propositions, puis se désengager. Et effectivement, eux avaient déjà monté une association pour que ceux d'entre eux qui souhaitaient continuer à s'engager puissent le faire et puissent continuer à influencer sur leurs propositions. Mais c'est à ce moment-là où, en fait, il y a un flou entre j'ai envie de dire, leur fraîcheur de citoyens un peu lambda et le moment où ils deviennent un groupe de pression qui défendent leurs propositions, et c'est totalement normal. Et ça, c'est clairement un sujet que je conseille d'organiser en amont pour tout exercice similaire, c'est-à-dire quel est le rôle des citoyens dans la suite. Est-ce que leur rôle, c'est purement de rendre un rapport et éventuellement, on peut leur rendre compte de ce qu'on en fait, mais c'est tout? Est-ce que leur rôle, c'est de continuer à être associés? Et dans ce cas-là, ça s'organise, ça s'anticipe parce que la décision publique et la décision politique, elle ne se rend pas aussi facilement. Ce n'est pas si facile d'intégrer des citoyens à tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment penser avant. La dernière session, la session d'évaluation, c'est pour le coup, elle était prévue dès le début. Dès la lettre de mission du Premier ministre au comité de gouvernance, il y avait l'idée qu'ils pouvaient organiser une session pendant laquelle les membres de la Convention donnaient leur avis sur ce qui avait été fait de leurs propositions. Et aujourd'hui, alors l'association Vivote, je crois que c'était Alice Mazot qui parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir des bons organisateurs. La Convention citoyenne, elle a tenu aussi parce qu'il y avait des animateurs qui étaient incroyables et qui ont vraiment réussi à faire vivre le débat, à faire vivre la démocratie au sein d'eux. Une fois qu'ils se sont retrouvés juste entre eux, c'est des gens comme tout le monde qui peuvent se disputer, qui n'ont pas les mêmes opinions, qui ne militent pas dans les mêmes partis politiques. Et donc, l'association a un peu perdu de sa vigueur. Par contre, il y en a plusieurs d'entre eux qui sont entrés en politique. Vous en avez qui ont été candidats sur des listes Europe Écologie Les Verts. Il y en a qui ont été candidats pour la majorité présidentielle. Et là, je viens même de voir qu'il y en avait une qui était investie dans le Finistère sur la liste NUP. Ça vient de sortir. Donc c'est des gens qui continuent à s'investir pour une partie d'entre eux, et pour une partie d'entre eux, c'est des gens qui sont juste repartis dans leur vie. Je voudrais juste citer une phrase d'un membre de la Convention sur la dernière session qui m'a beaucoup marquée et qui, pareil, à mon avis, est à prendre en considération quand on fait travailler des gens sur ce type de sujet. C'est quelqu'un qui a dit « J'ai adoré l'expérience de la Convention citoyenne. Par contre,
Si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais parce que maintenant, je sais. Maintenant, je sais ce qui attend mes petits-enfants et en fait, j'aimais bien ne pas savoir. Et en fait, on a vu des gens, moi j'en ai vu aussi au fur et à mesure, qui perdaient un peu la tête parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur avait donné un rôle qui était parfois un peu trop lourd pour eux, qu'on leur avait demandé de résoudre le problème de l'avenir de la planète. Et il y en a certains chez qui le poids de cette responsabilité était vraiment forte. Et je pense que sur ce type de sujets qui en fait sont des sujets extrêmement lourds, prévoir aussi un accompagnement potentiellement psychologique des citoyens est à mon avis une bonne idée. On a eu des cas aussi de citoyens qui ont craqué pendant la convention. Donc, c'est un sujet qui n'est pas anodin et à mon avis, il faut le penser. Très bien, merci pour cette intervention qui nous apporte à nouveau un regard encore plus précis sur des dimensions qu'on n'a pas forcément évoquées pendant et juste après la Convention citoyenne. Donc, merci beaucoup, Marine. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, Valentin. Bonjour, Benoît. Et alors, du coup, peut-être Antoine, est-ce qu'il y a une dernière question du fil de discussion ou un point sur lequel ça vaudrait le coup d'échanger un petit peu davantage? Et je ferme mon micro. Oui, en effet, il n'y a pas tellement de questions dans le chat, mais peut-être un point sur lequel Anaëlle Chaler pourrait réagir. Peut-être revenir sur les choix politiques du public participant à l'échelle de la ville de Tours, sans doute. Il y a beaucoup de dispositifs qui se posent la question du public ciblé, notamment, on le sait, sur les budgets participatifs. Est-ce que seuls les habitants ont le droit de proposer des idées, de voter, ou est-ce qu'on élargit ce public-là aux personnes qui travaillent, par exemple, sur la ville de Tours? Voilà, peut-être revenir là-dessus. Est-ce que vous avez été amené à faire des choix relatifs au ciblage du public ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte? Merci pour cette question et je me permettrai juste un petit ajout au propos de Marine Gros, très intéressant sur le côté accompagnement psychologique. Et effectivement, le sujet est plus qu'effrayant, il est alarmant. Et un des bienfaits d'être élu et d'avoir un agenda surchargé, c'est en fait d'être dans l'action et moins juste dans la réflexion. Parce qu'effectivement, et je pense que travaillant aussi avec des lycéens qui se prennent cette réalité de plein fouet, de dire rejoindre des collectifs qui ont la même conscience et la même envie de porter des projets, des petites actions, pour moi, est une des solutions pour réduire finalement l'angoisse climatique et de dire ça avance petit à petit, il y a des micro-éléments, micro-actions qui se mettent en place. Donc voilà, l'action et le collectif peuvent un peu permettre de mieux vivre toutes ces informations-là. Je me permettais cette petite remarque, mais qui me paraissait importante. Et donc, effectivement, pour le budget participatif de la ville de Tours, nous avons fait des choix politiques. Toute personne qui habite la ville de Tours, qui travaille, qui étudie ou qui vivent un peu la ville d'une manière ou d'une autre, les usagers de la ville peuvent participer. Donc, on a fait le choix d'ouvrir. J'indiquerai rapidement que plus on met des contrôles pour s'assurer que c'est bien une personne qui vit à Tours avec l'identité France Connect et autres, plus on a de pertes. Donc, l'idée était vraiment de faciliter la participation et d'ouvrir parce que finalement, on se doute bien que les personnes qui ne connaissent pas Tours ne vont pas s'investir pour porter des idées. Donc, l'idée était bien d'ouvrir. On a ouvert également à partir de la 6e. On s'est dit que ça peut être intéressant d'avoir collégien, lycéen. Et même, je peux comprendre d'autres villes n'ont pas mis de limite d'âge minimum parce que les enfants peuvent être accompagnés et ont leur mot à dire parce que l'espace public est de moins en moins disponible pour eux. Et ils ont aussi leur mot à dire. Et dernière chose qui me paraît aussi important dans le choix politique que nous avons fait dès la première édition, c'est de dire que la ville de Tours actuellement est divisée en 8 zones de conseil de quartier et nous nous sommes engagés à ce qu'il y ait au moins un projet réalisé par quartier. Parce qu'on sait que dans les quartiers plus populaires, il y a moins forcément de participation ou en tout cas de sentiment de légitimité. Et là, l'idée, c'était vraiment de dire, vous aurez un projet dans votre quartier, donc autant qu'il soit chouette, autant vous mobiliser.
Et j'aimerais effectivement rebondir sur le fait que le tirage au sort, c'est top, mais il faudrait presque à chaque fois tenir un discours, soit par téléphone, soit par porte-à-porte, c'est Poitiers qui fait ainsi, de dire vous êtes légitime, en fait, vous habitez votre quartier, vous connaissez votre quartier, vous pouvez y aller, mais c'est difficile pour des personnes qui ne se sentent pas à l'aise, qui n'ont pas forcément tous les codes, etc. Donc, il faut des moyens humains et financiers pour mettre en place les différents dispositifs. Voilà si je peux répondre rapidement. Très bien, merci beaucoup Anaëlle. Est-ce qu'éventuellement Ziad a un petit complément sur cette question qui fera un peu office aussi de dernière contribution? En fait, c'est vrai que par rapport à la dernière, le dernier sujet évoqué par Anaëlle, le fait de la légitimité à participer, c'est quand même un point assez dur de la participation citoyenne. Et pour autant, moi, ce que j'ai remarqué, et c'est aussi pour répondre à différentes interventions que j'ai vues dans le chat, c'est que une fois débloqué le premier passage, donc on peut essayer effectivement de renforcer le discours sur nous n'attendons pas d'expertise particulière, nous souhaitons des personnes autour de la table qui connaissent leur ville, connaissent leur quartier, mais pas forcément le sujet. Il y aura un travail d'acculturation et puis il y a aussi des défraiements aussi dans certains cas quand il y a une mobilisation qui peut être assez lourde le week-end, etc. Moi, ce que je constate, à la fois du côté élu et du côté participant, c'est que une fois cette barrière passée, la culture de la participation, si elle est bien accompagnée, et Marine évoquait la qualité de l'animation pour pouvoir faciliter les tours de parole, s'assurer qu'il y a un respect de chacune des contributions, éviter de se couper la parole. Enfin, bref, ça reste un métier malgré tout de réussir à accompagner dans de bonnes conditions des gens qui n'ont pas les mêmes idées, qui ne se connaissent pas, qui peuvent être timides, d'autres qui peuvent prendre la parole de manière intempestive, etc. Donc, si ce cadre-là, il est posé, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a à chaque fois, c'est un plaisir, à la fois en tant qu'équipe d'animation, mais en tant que participant et élu, de voir se générer des discussions de très, très bonne qualité, avec une qualité d'écoute forte, qui apporte, qui amène à des contributions auxquelles les élus ou les équipes techniques n'auraient même pas osé penser, finalement, ou se serait dit que c'était juste impossible de poser ça sur la table comme contribution ou comme évolution de la ville, typiquement, ou du village. Et en fait, cette culture, plus on la nourrit et plus elle devient justement, j'ai pas envie de dire professionnelle, mais en tout cas de qualité, et qu'on a envie de la pérenniser dans le temps jusqu'à coporter des projets entre une équipe politique et des citoyens. Et c'est vrai que des fois, on part de petits bouts, de petites initiatives qui sont pas des plus ambitieuses, et on voit se tisser au fur et à mesure une politique de participation qui est vraiment intéressante. Donc, pour les collectivités ou les personnes qui font partie de collectivités qui étaient dans le chat, je pense qu'il peut y avoir une première crainte au départ, mais quand on arrive à franchir ces premiers obstacles, il y a quelque chose qui se crée, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à nos 4 intervenants pour ces interventions très, très vraiment passionnantes. Merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Merci aussi à tous nos participants, spectateurs qui ont pu quand même interagir avec vous. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dans des collectivités qui sans doute mettent en place ce type de démarche. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, donner quelques bons exemples, quelques principes à reproduire à votre échelle. Et donc, en tout cas, nous, on était très heureux de vous réunir ce matin. C'est un sujet et un défi qui, comme je le disais dans l'introduction, nous passionne, parfois nous terrifie aussi un petit peu, mais qu'on essaye de relever par l'action. J'aime bien cette idée évoqué par Anaëlle Chaleur, de toute façon, à travers les dispositifs que nous accompagnons, on essaye à la fois de trouver les réponses personnelles et puis aussi professionnelles pour que cette transition se déclenche, s'accélère et nous permette aussi de faire ces choix de société de manière démocratique. Voilà. Merci beaucoup à tous. À nouveau, on aura donc possibilité de vous transmettre le lien de rediffusion et on vous souhaite donc une excellente journée et à très bientôt pour d'autres formats. Merci.
Merci beaucoup. Belle journée. Merci, bonne journée. Merci.